canicule, ouais. La canicule, La canicule, ouais. La canicule, Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une story time crime. Par contre, il fait très chaud. Et moi, mon appartement, il faut savoir, cappuccino, cappuccinette, qu'il est plein soleil. Et je ne peux tourner cette vidéo si je n'ai pas mon gars sûr du moment en ce moment, mon mec. Je vais vous présenter, il est un peu timide. C'est un américain, il s'appelle Fresh. Si j'ai pas ça, là, je peux pas faire la vidéo, les cappuccinos, cappuccinettes. Donc, vous allez patienter avec moi parce que c'est impossible. Sinon, je vous invite à faire tout ce que vous faites lorsque vous devez m'écouter ou bien me regarder. Vous préparez un petit snack. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time crime, on se retrouve où? On se retrouve, sans surprise, en Arabie Saoudite et plus précisément dans le désert qui se trouve à 300 km de la somptueuse et très importante ville pour les gens de confession musulmane, à savoir Médine, ou bien en arabe Médina. Dans ce désert, il y a un monsieur qui est très âgé, qui a un peu plus des 70 ans, il arrive presque à 80 là, mais toute sa vie, le pauvre, il a travaillé. Toute sa vie, yutab wa yakhdem ashan ahala. Toute sa vie, il a travaillé, il s'est fatigué pour sa famille. Il a une femme et il a une fille. Les seuls biens, le pauvre, qui possède, c'est quelques moutons, un petit troupeau, quoi, qui ne lui rapporte pas grand-chose, le pauvre, et c'est tout. Et ce sont en fait des bédouins. Ils se déplacent à chaque fois. Dès que l'eau vient à manquer sur l'emplacement où ils sont, eh bien, ils vont chercher un autre emplacement dans le désert. Si le fait que voilà qu'ils se déplaçaient comme ça avec leur tente et tout, c'est par rapport aussi aux petits moutons pour qu'ils aient de quoi manger. Toute leur vie, ils ont vécu que dans le désert et je pense que même ils vont mourir dans le désert parce que c'est le seul lieu en fait où ils se sentaient bien et où ils veulent en fait vivre toute leur vie. Sauf que vous allez voir, cappuccino, cappuccinette, qu'est-ce qui va arriver à ce pauvre bédouin et à sa famille. Une nuit, on a un groupe de 4 garçons, 4 amis, 4 jeunes hommes qui vont décider de quoi? Qui vont décider en fait d'aller faire comme du camping dans le désert, Fulbar. Donc ils se sont mis d'accord entre amis, toi tu ramènes telle chose, moi je ramène telle chose, etc., etc. Et ils ont pris la route direction le désert pour y passer quelques jours. Ils avaient pour habitude, eh bien, à chaque fois de faire ça. Donc, voilà, ils partent au KLM, quoi. Il faut savoir, cappuccino, cappuccinette, que ces 4 jeunes hommes, ils viennent de la ville de Médine. Donc, ils se trouvaient à 300 km de là. Et ils sont arrivés dans le désert en pleine nuit. Ils ont trouvé le lieu dans lequel en fait ils voulaient se placer, c'était bien et tout. Ils ont commencé à descendre de leur voiture, à décharger leurs bagages. Tiens, celui qui avait ramené la tente, celui qui avait ramené à manger, celui qui avait ramené ci. Et au bout d'un moment, à force de décharger, ils vont se rendre compte de quoi? Ils vont se rendre compte, eh bien, qu'ils ont oublié de ramener l'essentiel dans le désert. Et vous savez c'est quoi? De l'eau. Donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié eh bien, de ramener la chose essentielle à avoir dans le désert, à savoir El Maï, de l'eau, ils ont commencé en fait chacun à se jeter la balle. Oui, mais moi je t'avais dit de ramener. Ah non, mon ami. C'était toi qui devais le prendre et ci et ça. Donc ça a commencé à faire un brouhaha. Il y a un des 4 types qui a dit non, mais là en fait, gros, ça sert à rien de crier. Là, on est foutu. C'est soit il y a un de nous ou 2 de nous qui repartent à Médine chercher de l'eau parce qu'on ne peut pas rester dans le désert sans avoir de l'eau. Ou bien j'ai une idée et peut-être que celle-ci, elle peut marcher.
Donc les trois amis, ils se retournent vers le mec qui a l'idée et ils lui disent vas-y parle-y. Donc le mec il dit possible qu'il y ait des gens comme nous qui aient décidé en fait de venir faire du camping. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rouler, faire du repérage et leur demander de l'eau en attendant que un de nous retourne à Médina pour ramener de l'eau, etc., etc. Donc là, il y a un des quatre mecs qui s'est mis à crier, à dire non mais n'importe quoi, on est dans le désert, qui va partager de l'eau avec toi, qui va ci, qui va ça. Il commençait vraiment à être vraiment tendu et sur les nerfs. Il y en a un qui dit mais c'est pas une idée bête et ça se trouve même qu'on va tomber sur des bédouins et les bédouins qui éliminent, c'est-à-dire que les bédouins ils vont jamais nous laisser en galère, ils vont nous donner un peu d'eau le temps que nous on retourne en ville chercher de l'eau, etc., etc. Donc le mec là, qui n'était pas du tout d'accord avec leur stratégie d'aller manger de l'eau, il leur dit, bah, vous savez quoi, moi et un tel, on reste sur place, et vous deux, puisque vous pensez que c'est une bonne idée, c'est vous qui allez vous balader comme ça dans le désert pour trouver de l'eau ou quelqu'un qui vous donnera cette eau miraculeuse comme ça. De là, nos deux amis, ils sont dans la voiture, ils sont en train de bien regarder, rouler pas trop vite pour espérer apercevoir un feu de camp. Et ils vont rester à rouler comme ça jusqu'à ce que Dieu il va les guider vers le campement du vieux. C'est bien, vous suivez bien l'histoire, j'aime quand vous êtes comme ça. Donc de là, en fait, les deux mecs, ils vont pas oser descendre de leur voiture, aller frapper à la porte de la tente du vieux. Et voilà, se présenter comme ça, par respect, s'il y a des filles, s'il y a ci, s'il y a ça. Non, il veut pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent la voiture pas trop loin de la tente et il se met à donner des coups de klaxon. Ce qui fait que le vieux, il va sortir de sa tente, il regarde un peu comme ça. Et là, le mec, il baisse la vitre et il demande au vieux s'il pouvait s'approcher. Donc le vieux, il y va, le pauvre, il les salue, les jeunes le saluent à leur tour. Et là, un des deux dit, voilà, excuse-nous mon oncle, ce mot hayammi, wallah, ehna yena ou nasina el mai. Nous, on est venus pour passer quelques jours ici et en fait, on a oublié de l'eau. Et si vous auriez un peu d'eau, juste un peu à nous donner, le temps que un de nous va retourner en ville, en chercher et tout, vous nous seriez d'une grande aide, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, de là, le vieux, il les regarde et leur dit, mais il n'y a aucun problème. Et c'est toujours les gens qui en ont le moins, qui sont prêts à te donner tout. Bien sûr, non, il n'y a pas de souci et tout, ne vous inquiétez même pas pour ça et tout. Mais à votre tour, vous allez faire quelque chose pour moi et vous allez me faire plaisir. Donc de là, les deux amis, ils se regardent et ils attendent de voir ce que le vieux, il va dire. Le vieux, il va leur dire, avant que je vous donne de l'eau, eh bien, vous allez descendre de la voiture et vous allez venir dîner avec moi. Mashallah. Donc de là, les deux amis, ils sont choqués, ils se regardent et ils lui disent non, mais ne vous inquiétez pas, merci beaucoup, c'est gentil. Mais en fait, il y a deux autres amis à nous qui sont sur le campement et on ne veut pas les abandonner trop longtemps et tout. Et on a peur qu'ils s'inquiètent pour nous, mais c'est vraiment gentil. Je veux rien savoir aujourd'hui, vous allez dîner avec moi. Ce que tu vas faire, c'est que un, il va descendre avec moi et que l'autre, il va aller chercher les deux autres qui sont restés à votre campement et eux aussi ils vont dîner avec nous. Donc c'est ce qui se passe. Un des mecs il descend avec le vieux, l'autre il part chercher les deux autres qui sont restés dans le campement. Et de là, le mec qui est descendu dans la tente avec le vieux, il s'assoit. Le vieux il s'assoit pas trop près de lui et il reste assis, il regarde ses pieds le vieux et il parle pas. Et là, le mec, il commence à paniquer, à flipper, parce que le silence, il est lourd. Il va un peu reprendre le sourire quand il va entendre le moteur de la voiture avec ses amis qui sont arrivés. De là, le vieux, le pauvre, il se lève, il les accueille et il sort demander à sa femme qui était dans une autre tente avec la fille, eh bien, si elle pouvait poser le dîner. Donc de là, la vieille femme, elle pose aussi le dîner. Le peu qu'ils avaient, ils ont voulu le partager avec eux. Vous voyez, c'est vraiment le beau geste. Et le vieux, le pauvre, il a mal partout, il est courbé et tout, il marche de tension, mais il va prendre cette grande assiette pour lui et il va aller la déposer à ces jeunes hommes là qui sont venus faire du camping. De là, le vieux, il dîne avec eux, il rigole un peu avec eux, ils discutent tous ensemble. Mais il y a un des mecs qui remarque quand même que le vieux, il y a quelque chose qui le perturbe, il n'est pas bien.
De là, quand ils finissent de manger, le vieux il se lève, il leur enlève l'assiette et il demande à sa fille de préparer le café traditionnel qu'ils boivent toujours dans le golfe et de ramener aussi un peu de helou, ça veut dire un peu s'il y a des petites pâtisseries ou bien des dattes. De là, le mec le plus âgé dans le groupe, là des 4, il le regarde et il sent que le vieux, à chaque fois il lève la tête, il ouvre un peu la bouche pour parler, mais il se rétracte et il rebaisse sa tête comme ça et il dit rien. Donc le mec il se penche vers ses amis, il dit le vieux là, franchement il est trop gentil, tout, regarde, ils ont rien, ils ont partagé avec nous le peu qu'ils avaient et je sens que il a quelque chose mais il veut pas dire, il veut pas parler, il faut que j'aille lui demander. Donc de là, un de ses potes il dit non, tu sais qu'on va faire quoi, attends un peu qu'on prend le café et après on va aller discuter. Le mec il dit ok. Donc de là, la porte de la tente, il y a quelqu'un qui toque dessus. C'est qui? C'est la fille du vieux. Et le vieux, il fait le geste pour se lever, pour aller chercher le plateau de café. Et un des mecs, il dit non, 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 Ya'am. Et je laisse. Genre, non, 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 mon oncle, restez assis. Non, mais ça va pas, en gros. C'est moi, je vais me lever. Donc, de là, le mec, il se lève et il tombe au moment où la fille, elle est en train de déposer, eh bien, le plateau de café. Et leurs yeux, ils se croisent. Les yeux ils se croisent et le mec il est super choqué parce que il tombe devant une déesse de beauté. La fille était très belle, machallah, une vraie beauté. Donc elle a été timide, elle est repartie direct. Le mec il prend le café, il va à côté de ses potes et il dit à ses potes waouh, je viens de voir la fille du vieux, comment elle est belle, comment c'est une frappe. Bon, je pense pas elle a dit c'est une frappe, mais vous m'avez compris. Genre en gros, il était en train de dire que la fille, elle était magnifique. De là, il y a un petit silence entre eux. Et un des mecs, il va dire, mais genre, on est au milieu du désert. Le vieux, il est vieux. La vieille est vieille. Et nous sommes 4. Mais cappuccino, cappuccinette, que votre esprit ne parte pas trop loin. De là, ils vont se lever avec le café vers le vieux et s'asseoir autour de lui. Et le plus âgé des 4, il va se mettre à côté de lui et va lui dire « Mon oncle, considère-nous comme tes enfants. Et moi, considère-moi comme ton aîné de tes fils. Parle, je sens que tu as quelque chose. Il y a quelque chose là qui monte et qui descend, qui te fait du mal, que tu as envie de dire, tu as envie de nous parler, mais tu n'oses pas. S'il te plaît, parle. Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin de ci, de ça? Le mec, il est là et il lui donne toutes les sortes de soucis auxquels il pourrait être confronté. Juste pour qu'il parle, il dit, ouais, voilà, c'est ça mon problème. Mais le vieux, il parle pas. De là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux miskin, il s'est mis à pleurer comme un enfant. Pleurer. Les mecs entre eux, les amis, ils se regardent. Ils sont choqués. Pourquoi il pleure comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Donc de là, ils lui disent encore, non, 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 il faut que tu parles. Dis-nous, ça va te soulager, ça va te faire du bien. S'il te plaît, parle. Donc de là, le vieux, il leur dit, ok. Bon, je vais parler, mais d'abord, de quelle tribu êtes-vous? Donc les mecs, ils disent, on est de la tribu Intel. Là, le mec, il dit, ah, sur votre tribu, j'ai entendu que vous étiez des gens comme ça, que vous étiez bien, que vous étiez gentils et tout. Bon, ok, je vais parler parce que vous êtes une tribu d'hommes courageux et vous allez comprendre la détresse dans laquelle je suis. Donc de là, les mecs, ils sont en panique. Qu'est-ce que ce vieux allait leur faire comme révélation? Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez entendre le souci dans lequel le vieux était, vous allez avoir des cheveux blancs et vous allez beaucoup avoir du mal à fermer l'œil ce soir. Donc le vieux, il leur dit, en fait ça fait 3 mois, on a changé d'emplacement et on est venu dans l'emplacement où on se trouve maintenant. Et il dit, ma fille, elle a une 30aine d'années, elle n'a jamais été mariée, elle est très belle. Et elle, c'est elle qui s'occupe de s'occuper le matin à 6 h des animaux et à l'heure de l'Asr, genre en début, fin d'après-midi, c'est elle aussi qui va s'occuper des animaux. Donc de là, les 4 mecs, ils l'écoutent. Et il dit, le vieux, il continue. En fait, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une Jeep
comme ci, comme ça, qui tournait toujours autour de notre campement. Elle s'approchait pas trop de nous, mais de loin, genre, elle était en train de nous surveiller. Et je remarque aussi que cette Jeep ne vient que le matin tôt quand ma fille elle sort et quand elle ressort dans l'après-midi. Donc quand j'ai commencé à remarquer que voilà, ce manège, il commençait à trop s'éterniser dans le temps, j'ai été voir ma fille et je lui ai dit, ma fille, à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus toi qui vas t'occuper des animaux, mais ce sera moi. Donc de là, en fait, sa fille, elle avait dit, mais non, papa, t'es âgé, avec maman, je veux plus que vous fassiez quoi que ce soit, c'est à mon tour de m'occuper de vous et tout, ne fais pas, mais ça va pas. Et le père, il lui avait dit, non, non, ma fille, je n'ai pas envie, toi, tu restes que dans la tente et tu aides ta mère et tout ce qui est activité extérieure, même si c'est physique, c'est pas grave, j'irai à mon rythme, c'est moi qui va faire, parce qu'il avait peur pour sa fille. Donc de là, les mecs, ils se regardent et ils lui disent, Kamel, genre, finissez, ya Hajj, finissez mon oncle parler. Il dit, et là, une catastrophe, comme je ne l'aurais jamais en gros imaginé, va frapper mon foyer. Il dit qu'une nuit, aux alentours de 2 h du matin, il entend un moteur qui est en train de s'approcher de sa tente. Et il faut savoir qu'autour, il n'y a personne, on est au plein milieu du désert. Donc, sa femme et sa fille, ils étaient endormis et lui, il a un sommeil léger. Donc, il s'est levé parce qu'il a commencé en fait à entendre que ce moteur de voiture, il s'est arrêté devant sa tente. Donc, il s'est levé, il est parti, il a ouvert la porte et Miskin, il dit que comme sa vue est basse un peu, il n'arrivait pas à distinguer qui était à l'intérieur de ce véhicule. Donc, il dit que le moteur de la voiture, il s'est arrêté, mais que la personne n'est pas descendue de la voiture. Donc, lui, il pensait que c'était une personne peut-être qui était blessée ou qui avait besoin d'aide. Il s'est dit, je vais m'avancer vers celle-ci pour lui demander, en fait, elle veut quoi? Et lui, il avait quand même un peu reconnu la voiture qui faisait un peu le guet, comme ça, autour de son habitation. Donc, de là, le pauvre, il marche vers la voiture et au moment où il arrive à côté de la fenêtre, de la portière de cette voiture pour frapper, demander si la personne elle avait besoin d'aide, la personne de la voiture, elle a ouvert la porte violemment, ce qui fait que le vieux, il est tombé miskin comme ça sur le dos. De là, cette personne qui était dans la voiture, elle est sortie et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur le vieux et elle a commencé à le frapper. Il ne comprenait rien, plein milieu de la nuit. Pas de lumière, tout seul, personne n'allait l'aider même s'il hurlait à la mort. Mais cette personne, elle était déterminée. Elle était là, elle était en train de le tabasser. Tabasser, tabasser, tabasser jusqu'à le vieux. Le pauvre, il a manqué plein de fois de perdre connaissance. De là, la personne qui est en train de frapper le vieux, quand il a vu que voilà, le vieux, il avait un peu lâché l'affaire, qui se défendait moins, le pauvre, qui se laissait faire presque, elle a commencé à avancer en direction de la tente. Donc de là, le vieux, quand il a vu que cette personne est en train de partir vers la tente, eh bien, le pauvre, pour sauver sa femme et pour sauver sa fille, il s'est agrippé à ses jambes, le pauvre. Ça m'a trop fait mal au cœur. Et la personne là, qui est en train de partir vers la tente, lui, il la connaît. Parce que c'est quelqu'un qui était d'origine afghane. Et attention, ça ne veut pas dire que tous les Afghans aussi voilà, sont des personnes mauvaises. Mais en l'occurrence, lui, c'était un monsieur qui gardait les chameaux d'un grand propriétaire saoudien. Et il le connaissait parce que quand il sortait pour aller en ville, le vieux, eh ben, il le voyait toujours. Donc, il savait très très bien c'était qui. Donc, de là, en fait, il lui maintenait comme ça les jambes. Et la personne là, le jeune Afghan là, vous croyez qu'il a eu pitié du vieux? Même pas une seconde. Il le traînait comme ça sur le sable et le vieux qui était en train de hurler pour que sa femme et sa fille eh bien, se protègent, se lève, ferme la porte. Le vieux va encore avoir droit à des grands coups de pied, de poing, des crachats. Je vous dis vraiment comme ça s'est passé par ce jeune homme-là. Donc,
Le pauvre, il était vraiment pas bien, le vieux. Il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, mais c'était impossible. Physiquement, il faisait pas le poids au vu miskin de son petite taille menue et surtout aussi de son âge. Donc de là, il lui a mis un coup de pied, il a dit au visage. Et c'est celui-là en fait qui l'a vraiment sonné. Là, il a lâché l'affaire, il a même enlevé ses mains d'autour des jambes du mec. De là, le pauvre, il est allongé sur le sol, il peut rien faire. Mais il voit que le mec, il est en train de rentrer dans la tente. De là, il entend les cris de sa femme et de sa fille. Et il voit quelques minutes après, en fait, le mec qui est en train de tirer sa femme par les cheveux, une vieille femme. Il est en train de la tirer comme ça, là, très très fort par ses cheveux, de la traîner par terre et de la balancer comme ça à côté, eh bien, du vieux papy. La pauvre, c'était tellement trop pour elle, eh bien que elle, directement, elle s'est évanouie. Et de là, il dit que ça a été le moment le plus horrible de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voit la porte, il est en train de la refermer. Tac, il l'a refermée et il va commencer à entendre eh bien, les cris de détresse, les appels au secours, les pleurs eh bien, de sa fille. Pourquoi elle est en train de pleurer? Pourquoi elle est en train d'appeler à l'aide? Je pense que beaucoup maintenant l'ont compris. En fait, eh bien, ce mec était venu pour la violer. Donc de là, le papy dit qu'il était par terre sur le sable, il pouvait rien faire. Il est en train de pleurer, il est en train de supplier le mec de laisser sa fille tranquille. Mais rien à faire, rien à faire. Ça a duré, il a dit que quelques minutes, mais pour lui, il a dit que ça a duré comme si c'était une éternité. Et il entendait les pleurs et les cris de sa fille. Et il disait aux 4 mecs là, eh bien que il n'arrivait plus à dormir et tout parce qu'il a encore les cris de sa fille dans ses oreilles et toute la scène devant ses yeux et tout. Donc de là, les mecs, ils sont choqués. Et ils lui disent alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le vieux, il dit, bah de là, quand il avait fini de faire ce qu'il avait à faire, ce pourquoi il était venu, il est sorti normal de la tente, il est remonté dans sa voiture et il est parti. Et quand ils sont rentrés dans la tente, le père et la mère, eh bien, ils ont trouvé la petite vraiment, la jeune femme, quoi, dans un état horrible. Et depuis ce jour-là, ils vivent dans un grand traumatisme. La petite, elle a plus eu le sourire, la volonté, on va dire même de vivre comme elle était. La mère, pareil, lui, pareil. Et donc, un des mecs, il le coupe et il dit, mais ouais, ok, mais vous êtes parti à la police? Et de là, le mec, il dit, non, on n'est pas parti porter plainte. Donc là, les 4 mecs, ils sont choqués. Ils lui disent pourquoi il fallait aller à la police, faire une plainte. Il l'aurait arrêté et ci et ça. Le mec, il dit, moi, j'avais pas envie en fait que l'histoire grandisse et que tout le monde en fait soit au courant eh bien, de ce qui était arrivé à ma fille. Et malheureusement, ça arrive beaucoup encore voilà, dans beaucoup de pays, que les parents, quand leurs enfants sont confrontés à ce genre de situation, eh bien, se préoccupent malheureusement plus de ce que les gens vont dire que de eux-mêmes, quoi. Donc ça, vraiment, j'espère vraiment que ça va changer parce que c'est vraiment des pensées qui ne devraient plus y avoir à notre époque. En tous les cas, il a dit qu'il ne voulait pas y aller, il n'est pas parti. Donc de là, il s'arrête et il reprend et dit mais c'est pas ça le pire. Donc les 4 mecs, ils attendent parce que eux, ils sont déjà au pire et ils sont déjà en train de bouillir, ils sont déjà énervés et choqués. Et ils lui disent oui de finir. Donc il finit, il dit en fait, eh bien 2 semaines après la première fois qu'il soit venu, il a refait la même chose. Il est revenu. Donc ça a été le même sketch. Il m'a frappé, il a tiré ma femme, il a refermé la tente et il a refait du mal à ma fille. Donc de là, ils lui disent les 4 mecs, et cette fois-ci, est-ce que tu es parti à la police? Il dit non, je suis pas parti et ma fille aussi, elle voulait pas que j'y aille. Mais je commençais à me demander si en fait, c'était pas une erreur que je sois pas partie la première fois. Donc de là, les mecs, ils sont grave choqués. Ils se regardent
Et il dit, mais c'est pas ça le pire. Les mecs, ils lui disent quoi? C'est quoi le pire encore? Il dit qu'en fait, le mec, il est revenu une troisième fois. Quand il a vu que la première fois et la deuxième fois, en fait, ils sont pas partis à la police, il s'est dit, c'est bon, ça y est, ils flippent de moi, ils ont peur de moi. Donc, je vais pouvoir en fait faire à chaque fois ce que je veux, quand je veux, et j'aurai jamais de sanctions. Donc, la troisième fois, il est venu, c'est encore pareil. Il frappe le grand-père, le papy là qui essaye de défendre à tout prix, eh bien, sa femme et sa fille. Mais il se retrouve à chaque fois à terre, traîné, frappé, humilié. La femme, c'est pareil, elle tient sa fille comme ça dans ses mains, mais lui, il vient, il la pousse, il la tape, il la tire par les cheveux, il la jette, elle s'évanouit, il fait ce qu'il a à faire et il repart. Sauf que cette troisième fois, le père, il n'en pouvait plus. Donc, il a décidé, et vraiment très tard, eh bien, de se lever et d'aller porter plainte. Quand il va porter plainte, il raconte toute l'histoire. Donc, de là, les policiers, ils lui disent, ok, bon, on va prendre votre plainte, au sérieux, très très au sérieux, mais d'abord il faut que vous nous rameniez votre fille pour qu'elle aille chez le médecin, qui constate comme quoi elle a été voilà, violée et tout, et après on ira arrêter le mec vu que vous savez c'est qui. Donc là le vieux il a dit hors de question. Donc là les policiers ils étaient choqués, comment ça hors de question? Et là le vieux a dit je vous ramène pas ma fille tant que vous arrêtez pas le mec et tout. Donc là, les policiers, ils ont dit, ouais, mais on ne peut pas aller l'arrêter comme ça. En gros, il faut qu'il soit pris sur le fait accompli. Donc, ils vont décider, eh bien, les policiers de partir avec le vieux, de se cacher, genre, pas très loin de l'habitation du vieux, de surveiller et de voir, en fait, si ce fameux mec allait revenir faire ce qu'il faisait à chaque fois. Ils sont restés 3 jours. Et au bout de 3 jours, c'est le désert, ils en avaient marre, ils ne voulaient pas rester les policiers. Donc ils ont dit, bah, peut-être que, en fait, il a fait une ronde, il nous a vus au loin, il nous a grillés. Il s'est dit, mince, maintenant, ça y est, en gros, je ne pourrais plus faire ce que j'avais à faire et il ne va plus venir vous faire du mal. Et si jamais il revient, vous savez où nous trouver. Et les policiers, ils sont partis. Et donc, il dit, depuis, en fait, il n'est pas revenu. Donc là, les mecs, ils étaient vraiment choqués. Les 4, ils se sont mis à pleurer parce que les 4, ils se sont imaginés que ce soit leur femme, que ce soit leur sœur, que ce soit n'importe quelle autre femme. Et il y en a un qui s'est levé et qui est parti dans sa voiture et qui a ramené un pistolet parce que aussi il faisait de la chasse dans le désert. Et il a dit et juré au grand-père qu'il ne rentrerait chez lui que si, en fait, il tuerait et ramènerait la tête du mec qui a fait tant de mal à leur famille. Donc, de là, le vieux, il se met à pleurer. Il dit, non, non, mais moi, je vous ai pas raconté pour que vous l'arrêtiez, ou pour que vous m'aidiez, ou pour que... Non, c'est juste parce que je me sentais mal. Et le fait d'avoir vu des étrangers, ça m'a libérée. Je voulais juste sortir ça, mais... Non, non, ne vous mettez pas, en gros, dans des problèmes de justice à cause de nous. Donc, de là, les mecs, ils sont retournés vers le mec avec le pistolet qui lui ont dit, mais en gros, frère, tu joues à quoi? Tu crois trop, tu vas rester ici tout seul et nous, genre, on n'est pas des mecs. Et les 4, ils ont juré au vieux qu'ils n'allaient pas partir, quitte à rester un jour, une semaine, un mois, un an. Ils vont rester jusqu'à le mec, en fait, ils vont l'attraper et ils vont lui faire du sale. Donc là, le vieux, il est ému, il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur avaient préparé déjà un gros bidon d'eau. Ils ont mis le bidon d'eau dans leur voiture. Ils sont partis à leur campement. Ils ont remballé leur campement et ils ont repéré un endroit stratégique où ils pouvaient cacher leur voiture derrière une dune. Et ils se sont mis là-bas. Et ils observaient. Il y avait un arbre aussi. Ils étaient bien à l'ombre et tout. Ils observaient et ils se sont mis là-bas. Donc, en fait, comment ils fonctionnaient? Ils fonctionnaient très, très facilement. À savoir qu'il y en avait 2 qui restaient faire le guet durant la journée. Et les 2 autres, c'était ceux qui devaient veiller la nuit. Et c'était comme ça à tour de rôle. Sauf qu'au bout d'un moment, le ravitaillement et tout va commencer à diminuer. Donc là, il y a un mec qui est parti faire le ravitaillement. Parce qu'en fait, ça faisait un peu plus de 10 jours qu'ils étaient là. Mais le mec n'avait toujours pas apparu.
et il commençait à devenir fou. Donc le mec, il est parti, il a refait le ravitaillement à vrai stock et ils avaient juré, ils avaient dit on va pas partir jusqu'à en fait ce mec, on va le démolir. Donc il restait là-bas. Sauf que là, ça faisait maintenant 3 semaines au milieu du désert. Ils ont abandonné un peu, on va dire en gros, leur propre foyer et ça commençait à être lourd. Et il y avait aussi des petites tensions qui commençaient à naître entre eux, mais vraiment des tensions minimes. Mais vous savez, quand vous êtes dans la fatigue, manque de sommeil, manque de beaucoup de choses, eh bien, pour un rien, vous pouvez vous prendre la tête avec votre meilleur pote, quoi. Donc, de là, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Eh bien, c'est de remballer, de dire que voilà, le mec, peut-être il les avait grillés, peut-être qu'il les avait vus, comme il connaît bien le terrain et comme il avait une stratégie, peut-être qu'il les a grillés et que maintenant il s'est dit non, non, c'est chaud. Maintenant, ces gens, ils ont la police plus ces gens-là derrière eux. C'est mieux que j'arrête ici mes conneries. Et là, on est dans la nuit. Donc, eux, ils ont décidé de commencer à remballer pour partir. Ils font après la prière de l'aube, ils prennent la route, ils rentrent à Médine. Sauf que là, ils sont en train de remballer les affaires quand, au loin, ils vont commencer à entendre un moteur de voiture. Les 3 mecs, ils discutent, ils remballent, mais il y en a un, il a l'oreille fine. Et il sent qu'il y a une voiture qui vient. Très important que j'ai omis de dire dans la vidéo et j'en suis désolée, c'est que le mec, quand il est arrivé sur place, il faisait d'abord des tours. C'est pour ça que le mec, en fait, il s'est rendu compte qu'il entendait le bruit d'une voiture et tout. Quand il a regardé, comme je vous ai dit, dans les jumelles, ils ont vu que c'était la voiture, la Jeep et tout que le vieux leur avait décrit. Mais sauf que le mec, il n'est pas parti tout de suite en direction de la tente du vieux monsieur. Non, non, non. Il faisait des tours pour en fait se rassurer qu'il n'y a personne autour et que voilà, personne n'allait venir le déranger. Donc en fait, c'est comme s'il soupçonnait que quand même, il y avait des gens qui pouvaient être cachés. Mais une fois qu'il a été sûr, parce que les autres, ils étaient trop bien cachés, il les a pas vus, c'est là qu'il est parti en direction de la tente refaire, ce que vous savez déjà. Et il n'y a jamais eu ça durant les 3 semaines là qu'ils avaient campé comme ça. Donc il va... Il prend les jumelles et il cherche comme ça. Il regarde jusqu'à que, hop, il revient. Il voit la voiture et il règle. Et c'est la voiture comme le mec leur avait décrit. Le papy, il faut que je le respecte. Le mec, il est super excité, super tendu, super nerveux. Il dit au mec, à ses potes, Yayal, ta'alo, les gars, venez. Les mecs, ils viennent et ils lui disent quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et ils passent les jumelles aux plus âgés là. Et il regarde, il voit aussi la voiture. Et il dit, purée, c'est pas possible, c'est le mec en question, c'est le gars en question, les mecs. Mais comment on va faire? Ils ont décidé de laisser tout étaler, ce qu'ils étaient en train de ranger leurs bagages et tout, et de prendre au plus vite la route et d'essayer d'arriver au plus vite chez le vieux avant le mec, parce que quand même, ils étaient un peu éloignés de la maison du vieux avant que celui-ci encore ne fasse son grand sketch, son grand cinéma là, et qu'il atteigne la fille. Donc de là, ils montent dans les voitures, dans une seule même voiture. Les 4 mecs, ils claquent en même temps leur porte et le mec, il fonce. Et là, le vieux, lui, il sort. Il entend la voiture. Il ne sait pas si les mecs, ils sont restés encore. Il essaye, le mec, le pauvre, le papy, il faut que je le respecte, de faire le barrage comme ça avec son petit corps menu et tout. Il essaye. Et là, le mec, il le défonce encore. Sans aucune âme, sans aucune pitié. Il se dit pas ça peut être mon père, ça peut être mon grand-père, c'est juste un humain, j'ai pas à faire ça. Et non, le mec il s'est pas du tout dit ça, au contraire, le mec il en rajoutait, il l'insultait, il frappait, il donnait vraiment des grands coups. Faut savoir, le papy, le pauvre, quand il marche, il est devenu tout bossu et il se touche à chaque fois des parties du corps, il essaye de soulager les douleurs, mais le mec il arrête pas. Et il le traîne en rigolant, en avançant vers la tente. À l'intérieur, il y a la tension à mort. La fille, elle est vraiment cachée entre les bras de sa mère, en train de la serrer de toutes ses forces. La mère, la pauvre, elle est très âgée. Elle essaie aussi de protéger sa fille du mieux qu'elle peut. Une fois qu'il arrive encore, il refrappe. À chaque fois, c'est la même place dans la tête, comme ça, avec un coup de pied vraiment
un coup de pied genre de penalty quoi, bien dur, et bim, il donne encore sur le visage du papy qui repart le pauvre dans les vapes et qui lâche l'affaire. Et là il rentre encore, c'est le même cinéma avec la mère, la pauvre, il la malmène comme jamais, et il rentre dans la tente, il ferme la porte et il va vers cette fille qui le supplie, qui lui demande d'arrêter, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle pleurait, qu'elle essayait de le repousser. Et là, il s'apprête à se jeter sur elle. Sauf que là, il y a 4 mains qui se mettent sur lui. Et là, c'est parti pour la vengeance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec, il était super balèze par rapport à nos 4 mecs là. Nos 4 héros là, il était vraiment plus fort que eux. Il était plus grand et plus costaud. Mais vous savez, quand vous avez la rage et la haine et que vous avez vraiment envie de défoncer quelqu'un, je peux vous dire que voilà, la force que Dieu il met en vous et la force que vous vous mettez vous-même en vous, personne ne peut vous arrêter, vous défoncez tout, même vous pouvez foncer et casser en deux une montagne. Et là, les mecs, ils étaient comme ça. Littéralement, à cause de lui, ils n'ont pas eu leur congé. Littéralement, à cause de lui, ils sont restés dans le désert comme ça, sous le soleil, à souffrir. Et littéralement, ils voyaient, voilà, dans quel état la grand-mère elle était dehors avant qu'il rentre dans la tente, dans quel état le grand-père il était, comment la fille elle était, la pauvre. Et là ils ont eu une haine. Donc là ils l'ont attrapé et ils l'ont tiré dehors. Ils ont dit au vieux et à la femme de rentrer dans la tente et de fermer la porte. Là il y a 2 mecs qui l'ont tenu les jambes, un qui lui tenait la tête. Et le 4e, qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui avait pris le pistolet, qui avait juré que, en fait, il allait avoir sa peau. Le mec, il criait. Ça y est, il savait qu'il était foutu. Donc, en fait, eux, ils ne voulaient même pas entendre sa respiration. Donc, le mec, il prenait du sable. Il lui mettait dans la bouche et dans le nez, il étouffait. Ça fait le mec, il crachait. Il disait non. Le mec, il refaisait. Dès qu'il enlevait, il lui remettait. Bref, il lui a fait la misère. 2 là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il commençait à partir un peu dans les vapes. Mais c'était pas fini. C'était pas du tout fini. Ils lui ont enlevé ses affaires. Et ils l'ont frappé. Partout. Alors là, partout. Je pense même il a découvert des parties de son anatomie qu'il ne connaissait même pas. Et il le méritait. Ils l'ont massacré. Et il était là, lui, il pleurait, il demandait de l'aide. Il était là, il suppliait. Les mecs, ils l'ont dit, mais là, on est juste en train de te her. Alors, c'est quoi her? C'est genre, on est juste en train de te faire des guilis. Là, si tu crois vraiment, là, on t'a fait du mal. Non. Là, ça arrive, le mal. Et là, il y a un des mecs qui est parti à la place, tu vois, qui le démange et qui lui a fait faire tout ce qu'il a fait à cette pauvre jeune fille. C'est quoi? Il a pris un bâton et il lui a fait... Vous avez compris, il l'a massacré. En fait, voilà, il doit, comme ça, toute sa vie, si dans le futur, il veut refaire ça à une fille, cette douleur, en fait, elle va se réveiller, elle va dire, non, Taras, tu crois trop que tous les jours, en fait, il y a quelqu'un qui va nous taper là, tu arrêtes. Là, ils l'ont bien tabassé. Jusqu'à le mec, il était devenu tout en sang et il s'est évanoui. Ça y est, il n'avait plus de force. Donc, de là, les 4, ils l'ont pris, ils l'ont jeté à l'arrière de leur voiture et ils sont partis vers le campement où ils étaient. Et je vous ai dit, il y avait un arbre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont attaché saucissonné, pardon, sur cet arbre, mais vraiment fermement, bien comme il fallait. Et le vieux, en fait, il est déjà rejoint. Et quand il est arrivé, les 4 mecs, ils lui ont dit, écoute, Hej, écoute, genre mon oncle, voilà, il est là. On t'avait promis qu'on aurait sa tête et qu'on te le ramènerait en gros sur un plateau. Le voilà maintenant. Parce que ta fille, c'est notre, ça pouvait être notre fille, c'est notre soeur, ça peut être notre femme, ça peut être tout quoi. Et ça ne doit pas exister et on ne veut pas de ça chez nous. Donc, ils lui ont dit, écoute, maintenant il est là, tu vas aller à la police. Par contre, voilà, si le temps que tu vas à la police et que tu les ramènes et qu'il est mort, tu
tu nous balances. Parce que de toute façon, les autorités, ils vont nous trouver facilement. Et nous, de nous-mêmes, on ira se rendre. Ou bien, si, voilà, ils ne cherchent pas à savoir qui t'a aidé, qui t'a ça, s'il te plaît, tu ne parles pas de nous. Donc là, le vieux, il les a remerciés et il leur a dit, vous inquiétez même pas, je ne parlerai pas de vous. Donc de là, eux, ils ont ramassé leurs affaires et ils sont partis. Le mec, le connard, il était fermement attaché à l'arbre et le papy, il est parti à la police. Il arrive enfin au poste de police et il leur dit, voilà, il y a quelque chose que vous devez venir voir de vos yeux, vous devez vous déplacer, vous devez me suivre. Donc là, les mecs, ils l'ont suivi, les policiers, ils sont arrivés sur place, ils ont vu le mec en sang, entre la vie et la mort, attaché comme jamais à l'arbre. Ils se sont retournés vers le vieux, ils lui ont dit, ouais, en gros, c'est quoi ça? Il dit, je sais pas, j'ai entendu des appels à l'aide et quand je suis venue, je l'ai trouvé attaché comme ça, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, c'est le mec qui faisait du mal à ma fille, c'est le mec qui a fait du mal à ma femme et c'est du mec qui m'a fait du mal et qui nous traumatisait durant tous ces mois. Donc les policiers, ils étaient super choqués et ils lui ont dit, mais tu sais pas, genre, c'est qui lui a fait ça, ou c'est qui l'a attaché là, ou c'est qui ci, ou c'est qui ça. Tu sais, les flics, ils étaient un peu en train de douter. Ils savaient très bien que c'était pas le vieux. Il avait pas du tout la force physique pour faire ça. Mais ils se demandaient en fait s'il avait payé quelqu'un et tout. Le mec, il a dit, je sais pas, j'ai rien à vous dire, ne me posez pas de questions, je l'ai trouvé là. En gros, il leur a dit, ça c'est un miracle de Dieu. Il l'a ramené, il est là maintenant, faites votre travail, arrêtez-le. Donc de là, les policiers, ils détachent le mec. Il était vraiment dans un sale état, mais on ne va pas le plaindre. Et direction le poste de police. Les policiers prennent le père, la mère et la fille. Ils sont tous entendus. De là, quand c'est fini tout d'enregistrer les procès, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le policier va demander au père de signer tout ce qu'il avait dit. Et le père, là, encore une fois, il refuse. Parce que la fille, elle n'a pas envie. Et le père, il dit, voilà, ma fille, elle n'a pas envie que ça soit marqué à vie dans un dossier. En fait, qu'elle a subi un viol, tout ce qu'elle a vécu, elle n'a pas envie. Et moi aussi, j'ai pas envie. Donc voilà, on va mettre cette histoire derrière nous. On va essayer d'avancer et d'oublier tout ce cauchemar. Maintenant que cet animal, en gros, il est entre vos mains. Donc de là, les policiers lui disent, oui, mais c'est pas comme ça. Si tu veux qu'il y ait un procès, si tu veux en gros que la justice, elle vous rende justice et qu'elle le punisse, il faut vraiment que vous portez plainte. Mais le mec, il était buté, borné, c'est non, c'est non. Donc les policiers quand même aussi, ils ont fait une petite stratégie. Ils ont dit, comme en fait, le mec aussi, il avait tout déballé, il avait affirmé, il n'a rien négligé. Peut-être qu'il avait peur que le mec, il les retrouve et qu'il le termine cette fois-ci pour de bon. Il a tout avoué. Donc de là, en fait, les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont arrêté. Et après, il a été en procès. Il a eu 10 ans de prison. Et comme il était d'origine afghane et qu'il avait juste un visa travailleur, bien à la sortie de son dernier jour de prison, 2 policiers l'attendaient pour le mettre dans une voiture et direction l'aéroport et l'ont escorté en fait jusqu'en Afghanistan avec interdiction de revenir en Arabie Saoudite ou dans tout autre émirat arabe uni. Donc voilà. Et de là, en fait, le grand-père, il n'a jamais revu les 4 mecs, qui, en gros, comme ils l'ont dit, ont lavé l'honneur de sa fille, se sont vengés pour lui. Il les a jamais revus, il les a jamais croisés, ni rien du tout. Mais que voilà, il voulait en gros que cette histoire, elle soit connue. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette story time crime. J'ai fini cette vidéo. Give me now. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que cette story time crime vous aura fait plaisir et surtout, vous avez vu comme quoi il y a des trucs inimaginables, qu'on pense inimaginables du moins, qui se produisent. Le mec, il est là tranquille dans sa tente avec ses petits animaux, sa femme et sa fille.
Et il y a quelqu'un qui vient comme ça et qui va faire du mal, eh bien à sa fille, un mal vraiment grave, et à eux-mêmes, quoi. C'est vraiment une histoire de zinzin, de malade. Mais le mec, je suis bien contente parce qu'à la fin, il a eu ce qu'il méritait. Et j'avais peur juste en fait que les mecs, ils l'arrêtent et le ramènent comme ça en fait à la police. Je suis bien contente qu'ils lui ont fait subir tout ce qu'il avait fait subir à la mère, au père et à la fille. Je suis bien contente. Il a bien goûté. Et le fait qu'il soit expulsé aussi, comme ça lui donnera à réfléchir toute sa vie. Il va s'en rappeler. Surtout le coup qu'ils l'ont mis là, à l'endroit là. À l'endroit là, il va s'en rappeler toute sa vie. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, si vous avez regardé cette story time jusqu'à la fin, je vous invite à écrire les héros anonymes. Parce qu'en fait, je trouve ça super beau. Je sais pas comment dire. En fait, ils n'ont pas essayé de profiter de cette histoire pour faire la une des journaux et tout. Ils sont partis comme ça, on dirait... Enfin, la magie, comme si c'était Dieu en fait qui les avait descendus ou qu'il leur avait dit aller à cet endroit, aider ces pauvres gens et tout. Et voilà, et après ils ont disparu. Comme ça fait comme genre Joséphine quoi. Elle est là, elle a fait une mission, elle est partie, ou bien Nanny McPhee et tout. Voilà, c'est juste le temps de tout régler. Et après, ces personnes, on les voit pas. Ou bien comme dans Ma famille d'abord, June quoi. Je viens de voir quelque chose qui défie la logique. Quoi? Je viens de voir Madame Hopkins voler par-dessus les toits avec un parapluie à la main. Et ensuite, elle a disparu dans le ciel. Elle était là, après elle est partie. Pour moi, c'est vraiment des vrais héros. Des vrais héros. En tous les cas, j'espère que cette story time crime vous a fait plaisir. Je vais rajouter aussi une autre rubrique qui va s'appeler Histoire de vie. Des histoires que je trouve que... Oh, l'humain, quand il est dans le désespoir, mais qu'est-ce qui peut lui arriver pour qu'il... Voilà, sa tête, elle est vraiment dans l'eau. Et il y a quelque chose qui vient et qui ouvre l'eau, là, comme Moïse. Et la personne, elle sort. Les miracles. Je vais vous raconter, j'ai une histoire là. J'ai envie de la partager au plus vite avec vous. En tous les cas, ça m'a fait super plaisir eh bien, de me poser comme d'habitude et de partager un petit moment avec vous. Je suis désolée si jamais on entend le bruit du ventilateur, mais voilà, mes chéris Cappuccino, Cappuccinette, je pouvais pas. Il faut savoir, même j'ai acheté une clim tellement que j'en pouvais plus de la chaleur étouffante eh bien, dans laquelle on est. La canicule quoi, la canicule. En tous les cas, eh bien d'ici là, portez-vous bien. Comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez des likes, laissez des commentaires. Venez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je tiens à remercier Diva Rebecca. À chaque fois, elle me partage. Et aussi, je la connaissais pas. Je vais regarder son nom. Farah Ninouche aussi qui me partage à chaque fois, c'est ses abonnés qui me l'ont dit, donc merci à vous les filles pour tout ça quoi, c'est vraiment très gentil de votre part, merci à vous. En tous les cas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, c'est la famille, c'est le bon mot, c'est les histoires uniquement, et après chacun retourne à ses activités, c'est le moment, on va dire, parenthèse, on écoute une histoire et après on repart à sa petite fille. Tranquillou, bilou. En tous les cas, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!